Merci de votre attention. L'actualité ce mardi, transformer la gouvernance et l'administration publique au Togo pour la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable. Thème central ce matin d'un séminaire gouvernemental à la primature. Gouvernement, secteur privé, partenaires techniques et financiers prennent ensemble le pari. Vers une sortie de crise en Côte d'Ivoire, les armes se sont tues à Abidjan et à Bouaké. Un accord aurait été trouvé. Le calme revient sur place tout doucement. Sport, football, démarrage du 18e championnat militaire et paramilitaire de la discipline à suivre dans cette édition. La cérémonie d'ouverture, les premières rencontres à Néron. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, bonsoir à tous. L'administration togolaise mention peut mieux faire. Tout le monde est d'accord, il faut travailler bien, mais comment, de quelle manière, avec quels moyens? Le gouvernement explore des pistes, le secteur privé émet des idées, les partenaires techniques et financiers apportent leur expertise. Tous ensemble, ils étaient là ce matin à la primature pour un séminaire gouvernemental. L'objectif, un développement durable d'ici à 2030. Carmen Madiakapo. L'économie togolaise a connu une croissance moyenne d'environ 5% l'an ces 5 dernières années et l'incidence de la pauvreté est passée de 61,7% en 2006 à 55,1% en 2015. Des résultats obtenus grâce aux réformes engagées depuis 2006 par les plus hautes autorités togolaises. Pour donc atteindre les objectifs de développement durable ODD, des initiatives sont prises pour faire de l'économie togolaise le moteur de la croissance et permettre aux administrations de faire de bonnes performances. C'est dans ce contexte que membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers, acteurs du secteur privé et de la société civile réfléchissent ici sur la mise en place d'un leadership pour transformer la gouvernance et l'administration publique au Togo afin de favoriser la mise en œuvre de l'agenda 2030. Il est important de rappeler que le contexte socio-politique, économique et professionnel du Togo a été marqué par les difficultés majeures au cours de la période 1990-2005. Celles-ci ont eu des répercussions économiques sans précédent, aggravées par la réduction drastique de l'aide publique au développement et entraînant un fort désinvestissement dans tous les secteurs. Ces difficultés ont également affaibli et porté atteinte à la capacité intrinsèque de l'administration publique à concevoir et à mettre en œuvre efficacement des politiques, programmes et projets de développement. Les évaluations successives de la mise en œuvre des stratégies nationales de développement, du document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté à la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP, ont montré que les résultats nettement meilleurs auraient pu être enregistrés si un certain nombre de contraintes étaient levées. Parmi ces contraintes, l'un des facteurs les plus indexés de manière constante est la faiblesse des capacités. Celle-ci se traduit, entre autres, en lien avec la mise en œuvre des politiques de développement, à l'inexistence de politiques dans certains secteurs de développement, à la non-maturité de nombre de programmes et projets inscrits dans les actions prioritaires, à l'alignement insuffisant du budget sur les priorités, au fonctionnement inadéquat des structures de planification, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des politiques publiques, et j'en passe. Tout ceci entraîne malheureusement les faibles taux de consommation des ressources budgétaires allouées. La gouvernance en matière de développement rencontre souvent des dysfonctionnements liés au caractère humain et organisationnel. Pour rectifier le tir, ce séminaire gouvernemental planche sur 5 thématiques, notamment l'intégration de politiques de développement durable dans l'économie, le développement du leadership transformationnel, l'approche inclusive du développement durable, la gouvernance locale et le rôle des technologies de l'information et de la communication.
Vous conviendrez avec moi que face à ces nombreuses contraintes, les présentes assises ne peuvent pas être une rencontre de plus. Nous sommes en droit d'attendre de vous, les membres du gouvernement et de vos collaborateurs, forts du partage d'expériences qu'apportent les experts, que vous fassiez à l'issue de ce séminaire une synthèse des approches de solutions existantes pour élaborer une feuille de route capable de nous sortir des sentiers battus. L'efficacité et la performance de nos politiques de développement en dépendent grandement. L'administration publique doit rompre avec la routine pour devenir pragmatique et tourner vers l'avenir. L'accent doit être mis sur l'utilisation rationnelle et responsable des ressources existantes en évitant à chaque fois de mettre en avant l'insuffisance ou l'absence de ressources. Il s'agit véritablement de passer d'une administration de moyens à une administration de mission et donc de résultats. Ceci implique un changement de paradigme dans la gouvernance et dans la construction des capacités. Nous devons bâtir une administration publique où la compétence professionnelle, le leadership et la volonté de servir le pays doivent être les principes cardinaux. Pour toutes ces raisons, il est impérieux de mettre l'accent sur les valeurs que sont la vision stratégique commune, le respect de la hiérarchie, la culture de l'excellence professionnelle, l'observation de l'éthique, la recherche de l'émulation, la rationalisation des résultats pour une plus grande performance. Je voudrais terminer en comptant sur l'engagement citoyen de chacun et chacune de vous à vous appliquer afin que ce séminaire graduel qui implique les jours suivants vos plus proches collaborateurs débouche sur des résultats innovants permettant de nourrir l'action pour transformer la gouvernance et l'administration pour un développement durable à la satisfaction totale de nos populations. Telle est la détermination du président de la République. Cette rencontre permettra de parvenir à une meilleure implication des organisations de la société civile dans la planification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques nationales de développement. Les conclusions doivent déboucher sur un plan d'action pour lever les goulots d'étranglement qui empêchent l'administration de réaliser des performances optimales. Une rencontre de 2 jours est prévue demain mercredi et jeudi pour les secrétaires généraux et directeurs de cabinet des départements ministériels. L'histoire maintenant, la grande histoire du Togo, colonisé en 3 temps, revisité depuis ce matin à l'université de Lomé, la colonisation allemande, la période britannique et la présence française, un exercice sur fond d'hommage à Adjaï Paulin Olukona Yino, grand professeur de son état. Le récit, Serge Staston, Pierre Sesoupo. Des historiens et bien d'autres hommes de lettres ensemble pour questionner l'histoire. Après le bilan de l'œuvre coloniale allemande au Togo, les continuités d'empire de la colonisation allemande aux colonisations françaises et britanniques en Afrique et au Togo entre la période de 1914 à 1922 fait débat. Nous nous sommes dit il ne faut pas laisser cette période-là comme un impensé historique. Et donc, il faut faire appel justement à nos collègues qui sont en France, qui sont au Brésil, qui sont partout ailleurs et qui ont eu une certaine connaissance de cette période-là pour qu'ils puissent venir afin qu'ensemble nous puissions mutualiser nos connaissances pour voir ce que nous pouvons avoir comme richesse en matière de connaissances sur cette période-là pour que cette période ne reste pas le parent pauvre de la connaissance en matière de l'histoire du Togo. En dehors de cela, nous allons nous intéresser aux acteurs. Qui sont ces acteurs-là de la transition? Et l'un des acteurs, personne ressource,
C'est bien cet homme, germaniste, un mordu de la civilisation allemande. Après près de 40 ans de carrière, alors qu'il met fin à son parcours d'enseignant, il reçoit ici des hommages de l'ensemble des universitaires à l'ouverture de ce colloque. Il gardera en souvenir cet ouvrage mélange, œuvre de plusieurs de ses collègues et disciples d'ici et d'ailleurs. Mon parcours a été facilité par ma passion pour la langue allemande, mais aussi et surtout ma passion pour le pays dans lequel j'ai commencé mes études et où j'ai commencé aussi à enseigner, où j'ai passé toute ma carrière d'enseignant. C'est ce qui fait un parcours. C'est là où vous vous sentez bien et là où vous pouvez faire éclater vos compétences, faire rayonner vos recherches. L'homme est visiblement fier d'avoir servi, mais surtout fier pour une relève assurée. Avec lui, il faut toujours se surpasser parce que sa volonté, son amour du travail bien fait nous oblige, nous qui travaillons à côté de lui, avec lui, à toujours vouloir nous surpasser pour mériter ses félicitations et ses encouragements. Le professeur Adjaï Paulin Alouponaïnon a ainsi atteint le sommet de sa carrière, un parcours salué par tous. Désormais, il descend les marches pour un repos bien mérité. La mission Aschrom à l'intérieur du pays et la petite phrase du jour. Seul l'argent ne peut tout réparer. Le pardon est l'élément fondamental. Propos du premier rapporteur de l'institution devant la population à Kara. La petite phrase ô combien important. Komo Boyondé. Le Togo dans la dynamique de la réalisation du vivre ensemble de ses filles et ses fils. C'est pourquoi il faudra d'abord penser les plaies des victimes des troubles politiques qui ont émaillé le Togo de 1958 à 2005. Ainsi en a décidé la CVJR. Que remettre à une victime pour croire effacer ses douleurs? L'argent suffit-il à lui seul pour réparer cette situation sans faire appel à la volonté des uns et des autres de tourner cette page sombre? C'est dire que la réparation en question n'est pas seulement ce que l'on donne, mais c'est surtout la reconnaissance faite au tort causé. Le Ashkroun voudrait partager cet esprit avec les populations de la région de la Kara afin d'éviter les frustrations. Un petit souci, visiblement, donc, par rapport au son de cet élément sur lequel nous reviendrons, bien évidemment, dans nos prochaines éditions. Faire passer le message, même exercice auquel s'est livrée la mission Ashkroum à Takwame. Comment va se dérouler la phase de réparation? Ce qu'il faut en attendre, eh bien, c'est ce qu'a expliqué le deuxième rapporteur ici face aux populations des 8 préfectures de la région, Sylvain Abdou, pour le compte-rendu. Et visiblement, nous avons de petits soucis de son concernant donc ces éléments du Ashkroum sur lesquels, bien évidemment, nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Message reçu 5 sur 5 en témoin de toute façon les propos que nous ne pourrons pas écouter. Nous y reviendrons forcément. Également dans l'actualité, ce mardi, la décentralisation. Chacun essaie de comprendre les enjeux, de s'approprier les défis. Le cas ici pour la commune de Palémé pour mieux s'inscrire dans le processus. Les précisions dans ce reportage de Lucassi. La décentralisation, un processus qui confère plus de 50% de pouvoir économique et politique aux collectivités locales.
une autonomie partielle qui permet aux populations à la base de définir et d'orienter leur propre développement. Au Togo, ce processus de décentralisation a été enclenché depuis quelques années déjà. Et pour une implication de tous les acteurs sociaux, notamment agents de communes et responsables des organisations de la société civile, la GIZ a initié des sessions de formation dans les communes afin de les amener à mieux cerner les enjeux et défis de ce processus. Nous allons avoir le partage des informations les plus vivantes, les plus actuelles, et pour que chaque acteur puisse être suffisamment informé et pour qu'il puisse jouer valablement et avec efficacité son rôle, sa partition dans la mise en œuvre du processus de décentralisation. Parce que la décentralisation impose l'adhésion populaire. Donc chaque acteur, en ce qui le concerne, dans ses compétences, doit répondre aux attentes de la population, donc doit répondre aux attentes du processus lui-même, et pour que nous puissions avoir une décentralisation efficace et efficiente. Ces acteurs sont désormais aguerris pour participer efficacement au processus de décentralisation. Les services essentiels de la mairie, son fonctionnement et la part de chaque usager ont été explorés. Il est 20h17 à l'étranger. Un accord aurait été trouvé en Côte d'Ivoire. Les armes se sont tues à Bouaké et à Abidjan. Les soldats mutés ont rejoint leur caserne. La vie reprend doucement son cours sur place. Regardez. Ce mardi matin, à Bouaké, la police reprend le contrôle de la rue. On est content pour l'accord qui a été trouvé. On a trouvé un terrain d'entente. Nous allons rentrer en caserne. Les soldats mutins libèrent la sortie sud de la deuxième ville de Côte d'Ivoire, comme ils l'ont fait ces dernières heures ailleurs, à Bouaké ou à Abidjan, la capitale économique. Les commerces ouvrent leurs portes après 4 jours de blocage et d'incertitude. Depuis vendredi, employés et travailleurs étaient restés chez eux. Ce matin, on n'est pas embrouillé, on est venu au travail tranquillement. On sait que c'est bon. On pense que tout est résolu. Aucun détail ne filtre pour le moment sur les modalités de l'accord entre les militaires et le gouvernement. Accord annoncé à la télévision lundi soir par le ministre de la Défense. Une annonce d'abord accueillie par des tirs des militaires concernés, sans qu'on sache s'il s'agissait de tirs de joie ou de colère. Les mutins réclamaient l'application d'un premier accord financier signé au début de l'année. Les reliquats de primes promis pour le mois de mai n'avaient pas encore été versés. Cette forme il va décaisser, va encore engendrer autre grève. C'est-à-dire que les factionnaires, les autres armées encore vont s'élever encore pour faire la même chose. Donc franchement, ça ne va pas. Si le gouvernement semble avoir cédé rapidement, c'est que le mouvement commençait hier à s'étendre dans le sud-est du pays notamment. Les incidents depuis vendredi ont fait un mort et au moins une vingtaine de blessés. Et malaise à la Maison-Blanche, Donald Trump aurait divulgué des informations classées secret défense à la Russie. Le président américain se serait vanté devant le chef de la diplomatie russe en visite à Washington. Une erreur, peut-être même une faute grave, selon la CIA. L'affaire remonte à mercredi dernier. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, est en visite officielle à Washington. Trump le reçoit quelques heures après le limogeage choc du patron du FBI, en pleine enquête sur les liens présumés entre son entourage et Moscou pendant la campagne présidentielle. Et c'est au cours de cette réunion joyeuse en présence de l'ambassadeur russe et immortalisée par un photographe russe que le président aurait dévoilé des informations classifiées à la Russie obtenues par un allié des États-Unis. Un scoop du Washington Post qui dit s'appuyer sur des officiels américains et un nouvel incendie à éteindre. Le patron du Conseil de sécurité nationale s'y emploie. L'histoire qui a été publiée est fausse. À aucun moment, des méthodes de renseignement n'ont été discutées. Et le président n'a pas divulgué d'opérations militaires qui n'étaient déjà connues. Problème, ce mardi, Donald Trump succombe à la tentation du tweet pour expliquer 1. Qu'il a bien partagé des informations avec la Russie liées à la lutte antiterroriste et à la sécurité aérienne, 2. Que c'est son droit le plus absolu, 3. Qu'il l'a fait pour des raisons humanitaires, et que 4. L'objectif était que la Russie passe la vitesse supérieure contre l'État islamique. Un aveu pour le Washington Post, stupeur dans les rangs républicains, 2 sénateurs montent au créneau, le pays passe avant le parti, affirme le premier, inexcusable juge le second de risquer de compromettre des sources et des méthodes de renseignement, particulièrement avec les Russes. Une nouvelle affaire qui alimente les appels à destitution de Trump dans le camp démocrate sans unanimité pour autant. Le New York Times souligne lui l'inconséquence de ce président creux et dangereux, du n'importe quoi, réagit de son côté le Kremlin, qui ne dément ni ne confirme.
Le reste de l'actualité, retour chez nous, qui pour la meilleure idée architecturale des locaux du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie. 4 prétendants, les 3 meilleurs viennent d'être primés, Robert Potobé, Gérald Agoutou. Pour la phase de réalisation, 3 projets innovants ont été retenus. 3 lauréats sur 4 issus du concours d'idées architecturales lancé en janvier dernier dans le contexte de la mise en œuvre du projet de construction des locaux du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie. Il suffit d'une seule faute pour que votre projet soit rejeté. Notamment des projets ont été rejetés parce qu'il y avait des signes distinctifs qui pouvaient permettre de reconnaître les auteurs des projets avant la phase de levée d'anonymat. C'est pourquoi il y a une loi qui régit l'exercice de la profession au Togo. Et il y a de nombreux règlements qui encadrent l'œuvre architecturale au Togo. Des règlements d'urbanisme ici, le code de la construction là, le règlement du permis de construire, etc., qui sont autant de réglementations à respecter strictement. Sur les 3 propositions, la première place est occupée par le projet dénommé DAPAN, initié par le groupement de cabinets d'architecture Carrure TG, la deuxième par le projet Tchevier, initié par le cabinet l'Africaine d'architecture et d'urbanisme, et la 3e place est allée au projet Badou de l'agence DESCO. Il n'y a pas de secret en architecture, il y a juste le travail et puis il y a le talent. Nous nous sommes dit, le Togo est en train d'avancer. Ce qui peut caractériser le Togo, c'est d'afficher une image moderne, qui s'inspire de l'architecture locale, certes, mais également une image moderne. Ensuite, de tenir compte de la modularité de l'espace, et de la modularité des besoins, et apporter une réponse technique qui tienne compte de cette modularité. Et en 3e lieu, de tenir compte de l'aspect technique fonctionnel et des énergies renouvelables pour proposer un projet qui soit passif, qui soit un projet qui ne consomme pas de l'énergie au-delà de ce dont il a besoin, un projet qui tienne compte du développement durable. Il y a eu un jury et un comité de pilotage qui ont suivi tout le processus sous la supervision d'un huissier de justice, et je crois que les trois œuvres qui ont été primées répondent vraiment à la vision de notre département ministériel. En guise de reconnaissance pour la pertinence des 3 propositions, le projet d'APAN est reparti avec 3 millions de francs CFA, suivi de Tchevier 2 millions de francs CFA, puis de Badou 1 million de francs CFA. Et d'habitude, c'est l'utile avant l'agréable. Mais à l'université de Kara, en ce moment précis, eh bien, c'est l'agréable avant l'utile, les examens de fin d'année, bien sûr. La semaine des activités culturelles, ça a commencé sur place. Le récit de Nestor Mojou. Septième édition de la semaine de l'étudiant à l'université de Kara. L'année académique a démarré en novembre dans les universités publiques du Togo. Les étudiants ont passé 6 mois déjà de cours. Pour leur permettre de souffler un peu, une semaine est consacrée aux activités ludiques, sportives et surtout culturelles. Les manifestations culturelles sont organisées en vue de donner l'occasion aux étudiants d'exprimer les valeurs de leurs origines. Selon le comité d'organisation, la semaine de l'étudiant à l'université de Kara connaît un engouement populaire au fil des années. Autour de nous, vous voyez, ils sont très enthousiastes. Ils ont même demandé cette semaine, même si on ne peut pas complètement la libérer, ils ont demandé qu'on la rende légère du point de vue des activités pédagogiques. C'est ce qu'on a fait aussi. Donc ils sont heureux de pouvoir s'exprimer par rapport à leur culture d'origine. On a d'abord commencé par le campus propre, il y avait de l'engouement. Ensuite, on a fait une caravane de sensibilisation à travers la ville. On est en train de faire les danses folkloriques et ensuite on aura une soirée du club UNESCO. Mardi, mercredi, jeudi, il y aura à tour de rôle les facultés qui vont s'exprimer. Ils vont faire montre de leur savoir-faire propre dans leur faculté. La journée de vendredi est dédiée aux associations. Elles s'organisent pour la partager et y mettre les activités qu'elles voudraient mettre pour se rendre visibles.
S'adressant aux étudiants, le président de l'Université de Kara a élucidé le thème sous lequel cette semaine est placée, à savoir excellence et citoyenneté. Comme Lassanda a souligné que l'excellence est le prérequis. Les apprenants doivent se choisir un meilleur parcours et doivent bien réussir leurs études pour s'insérer dans la vie professionnelle. À côté des compétences pures, il faut à l'étudiant d'autres compétences ou vertus qui complètent sa personnalité. C'est là qu'intervient la citoyenneté, a relevé le président de l'Université de Kara, citoyenneté qui fait appel à l'humilité, à l'honnêteté et au sens du bien public, a-t-il précisé. Le village Evala vient d'ouvrir cette 7e édition lancée cette année dans la perspective des luttes Evala. Avis donc aux opérateurs économiques, les inscriptions sont ouvertes. Tabitha Kako, Lucassi avec Esser Laclé. Espace permanent d'échange économique pendant les rites des luttes Evala, la foire village Evala est à sa 7e édition. Une édition qui offre des opportunités d'affaires aux opérateurs économiques, des rencontres B2B, des formations sur l'entrepreneuriat, des concerts et un festival de grillades, ainsi qu'un espace exceptionnel de promotion des produits. Elle sert donc de canal entre les sociétés, entreprises et les hommes d'affaires du Togo. Nous voulons juste lancer un cri fort à l'endroit de tous les acteurs économiques pour leur dire que si nous voulons que notre pays soit développé du nord jusqu'au sud, nous devons être capables de décentraliser nos activités, ce qui n'est pas facile. Et je me dis que l'organisation du village Evala, aujourd'hui, qui se passe au nord du pays, n'est qu'un signe. Plusieurs entreprises ici ne connaissaient même pas Kara. Vous savez, l'aventure du nord, c'est compliqué. Se lever à Lomé, dire je m'en vais m'installer au nord, c'est délicat. Et donc, les gens ne préfèrent pas. Mais aujourd'hui, avec le village Evala, en 12 jours, ils viennent, ils découvrent Kara sur toutes ses facettes économiques, culturelles, climat et environnementales. Des diminutions des prix des stands seront faites en faveur des jeunes entrepreneurs qui prendront part à cette édition. Au-delà des rites des luttes Evala, cette plateforme économique est une vitrine pour des produits locaux, crée des emplois et organise de divers concours d'art culinaire traditionnel et un défilé de mode tradit moderne. C'est tout en confiance que nous entamons cette 7e édition. L'édition 2017 étant orientée vers le secteur agricole à travers le concept des agropoles. Ce secteur est un secteur porteur économique et l'agriculture c'est un levier de développement au Togo. L'État engage beaucoup de fonds pour promouvoir l'agriculture. C'est pourquoi cette année, nous avons orienté le village Evala vers le secteur agricole. L'édition 2017 du village Evala est placée sous le thème « La décentralisation économique, un enjeu au cœur du développement durable ». Elle s'ouvrira du 12 au 23 juillet prochain sur l'esplanade du Palais des Congrès de Kara. Et durant ces 12 jours, il est attendu plus de 150 exposants et 100 000 visiteurs. Coup d'envoi également pour le championnat militaire et paramilitaire de volleyball. Là, c'est la 18e édition. La cérémonie d'ouverture, les premières rencontres. C'était à Néro que ça se passe. Claude Ava. Le défilé des 18 équipes engagées a été suivi du mot de bienvenue du lieutenant-colonel Agbanapo, commandant du premier riz, organisateur de cette 18e édition. Il a remercié tous ceux qui se sont impliqués dans la réussite de la compétition. À la population des lacs et ses environs qui s'est approprié l'événement par son déplacement, je dis aussi merci. Je ne saurais terminer mes propos sans dire mes vifs et profonds remerciements à tous ceux, personnes morales, services, institutions qui nous ont accompagnés et soutenus de diverses manières dans l'organisation de ce championnat. Puis vient le tour du colonel Massina Yotroufei, directeur général de la gendarmerie nationale, représentant le chef d'état-major général des FATS. Lui a insisté sur le fair play. En match d'ouverture, le premier riz, organisateur en blanc, n'a fait qu'une bouchée du RSA battu 3-7-0. 25-20, 25-15, 25-21. Le verdict de cette 18e édition sera connu le 24 mai avec la finale. Fin de cette édition et toutes nos excuses pour ces quelques soucis de son constatés tout à l'heure dans le journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.